Voici notre proposition, non pas réorienter l'Europe, refonder l'Europe sur une nouvelle base où l'harmonisation sociale est le point de départ. Les élites qui décident à leur place, vous en êtes d'accord, n'est-ce pas? Eh bien, quand vous voyez Martin Schulz, vous avez devant vous le portrait de cette Europe d'arrangement qui, depuis des années dure. 16 pays sur 28 sont dirigés par une coalition entre le Parti socialiste européen et la droite. Et ceux-là ont ensuite le front de venir nous dire « c'est l'Europe de la droite que nous combattons ». Non, vous ne la combattez pas, vous la faites vivre avec la droite. Voilà la vérité. Ce Martin Schulz, que je ne connais pas et vis-à-vis duquel je n'ai aucune animosité personnelle. Ce Martin Schulz est président du Parlement européen précisément à la faveur d'un tourniquet entre la droite et le Parti socialiste européen. Tu m'as vu, me revoilà, tu me vois, je te vois, tu es président, puis c'est ton tour, puis c'est le mien, puis c'est le tien, et ainsi de suite. Voilà comment il est président. Et d'ailleurs, il est membre du Parti social-démocrate allemand qui dirige l'Allemagne avec Madame Merkel. Et c'est lui, Martin Schulz, qui a écrit le programme européen de la nouvelle coalition SPD, c'est-à-dire sociaux-démocrate, et CDU-CSU, c'est-à-dire la droite de Madame Merkel. Et c'est cet homme-là qui vous est présenté comme une alternative. Mais de qui se moque-t-on? D'ailleurs, eux ne se paient pas de mots. On dit à M. Schulz: que pensez-vous de M. Juncker? C'est une bonne question. Voici ce qu'il répond: je ne sais pas ce qui nous distingue. Il l'a dit le 9 avril 2014 sur France 24. Mais, comme il est filou, Martin, il dit: le candidat du PPE, Jean-Claude Juncker, est assez proche de mon programme. C'est pas moi qui le dis, hein. On dirait que c'est une invective excessive. C'est lui qui le dit. Mais, dit-il, il est malin, si le PPE, c'est-à-dire le parti de droite, est très proche de Jean-Claude Juncker, c'est une autre question. Oui, M. Juncker est tellement éloigné de la droite qu'elle l'a désigné comme candidat. Bien, voyons ce que dit M. Juncker à propos de M. Martin Schulz. M. Juncker dit: mais je ne pense pas que la campagne consiste à pointer des différences là où il n'y en a pas. Nous sommes sur la même ligne. Ce sont les deux faces d'une même médaille. C'est lui qui le dit. Pas moi, lui. Eh bien, dans ces conditions, vous comprenez pourquoi vous devez, par un sursaut, mes amis, et je pense à vous, mes camarades, qui vous demandez quoi faire à l'occasion de cette élection. N'acceptez pas d'entrer dans cette comédie, dans cette mascarade où l'on se moque de vous, où une fois de plus on invente des débats qui n'existent pas pour que vous n'ayez pas les débats qui existent. Alors les voici qui, disent-ils, veulent réorienter l'Europe. Je sors d'un débat qui sera présenté ce soir sur FR3, où il y avait là 6 personnes, dont 4 martiens, qui, n'étant au courant de rien et responsables de rien, continuaient à écrire toutes sortes de lettres au Père Noël. Nous voulons une Europe plus sociale. Il y en a assez des compétitions, bla 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 bla. Mais le traité européen que vous avez signé interdit l'harmonisation sociale. Voici notre proposition, non pas réorienter l'Europe, refonder l'Europe sur une nouvelle base où l'harmonisation sociale est le point de départ et non pas le point d'arrivée renvoyé dans le futur. Notre proposition, c'est que l'on commence par l'harmonisation fiscale et non pas qu'on renvoie le projet si loin. Ah, mes amis, de toute façon, tout ça, ce sont des bavardages. Oui, ils vont réorienter l'Europe, ne vous inquiétez pas. Depuis 1996, ils ont commencé une négociation et une discussion à tous les niveaux, parlementaire, patronal, gouvernemental, en vue de créer un grand marché unique entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe. J'admets qu'on puisse imaginer que ce soit une bonne idée. Mais alors, il faut l'assumer. Et non pas prétendre, comme ils le font, qu'ils vont résister à ceci ou cela, eux qui n'ont jamais résisté à rien, et au contraire pousser dans ce sens. Non.
J'admets qu'il pense que, oui, le futur de la civilisation humaine, c'est produire. Produire n'importe quoi, n'importe comment, en grande quantité pour que cela coûte le moins cher, et le transporter d'un endroit à l'autre pour que des consommateurs qui deviennent petit à petit des chômeurs les achètent à des prix toujours plus bas. Je peux le comprendre, je ne l'admets pas, je le combats. Je crois tout au contraire que ce que nous enseigne le dérèglement climatique, ce que nous enseigne la leçon de ces années dernières, voyant devant les États-Unis d'Amérique des poches dans le désert, dans la mer elle-même, où il n'y a plus une créature vivante, parce que l'eau de pluie qui a tout lavé les sols, remplis de pesticides, a tué tout ce qui vivait en face de la côte du Nouveau-Mexique. La leçon, voyant les glaciers fondre, ça n'est pas de se dire « Ah, tant mieux, nous allons passer des bateaux encore plus gros, encore plus larges », si bien que chaque marchandise coûtera encore moins cher dès lors qu'on l'aura délocalisée à être transportée d'un bout à l'autre du monde. Non! La leçon, c'est que la civilisation humaine est en cause. Je dis clairement, fermement, ce n'est pas vrai que nous sommes en train de discuter d'un traité à propos de marchandises. Car s'il ne s'agissait que de marchandises, on parlerait de barrières tarifaires, on parlerait de tarifs douaniers. Non, ce n'est pas de cela dont on parle. On parle du contenu des marchandises, de la manière de les produire, de la manière de les consommer, de la façon de les échanger. Bref, on parle de toute la civilisation matérielle qui est portée à travers les objets, car les objets portent une civilisation. Eh bien, moi je dis clairement, je ne suis pas d'accord, quelque avantage qu'on puisse en tirer, pour que du blé d'Europe aille aux États-Unis, ni que du maïs des États-Unis vienne en Europe. Car nous sommes capables d'en produire et il faut raccourcir les circuits partout pour que chacun produise la souveraineté alimentaire dont les peuples ont besoin. Si les Américains ne savent que faire, qu'ils s'occupent de rendre toute l'Amérique autosuffisante de manière alimentaire, en y ayant le bon manger, le respect de l'environnement, le respect des normes sociales, et qu'ils n'aillent pas nous proposer ce grand déménagement permanent du monde, et ces gens qui nous disent « Ah, vous aurez 2 points de croissance », vous vous moquez de nous. J'en ai vu passer des traités de libre-échange depuis que je suis parlementaire, à chaque fois 0,5 de croissance, 1 point de croissance. Si je fais le total, je l'ai fait avec mon ami Jackie Hénin, qui est assis à côté de moi, sur notre galère européenne. Et nous avons fait le total, à la fin il y avait 50% de croissance si on les avait crus. Heureusement qu'il n'y a pas 50% de croissance parce que le monde est limité. Et qu'il faut passer à la nouvelle forme de la civilisation économe en énergie, responsable dans ses consommations. Pas cette civilisation qui produit un continent de déchets qui flotte sur la mer, pas cette civilisation qui tue l'eau potable, pas cette civilisation qui empoisonne l'air que nous respirons, pas cette civilisation qui produit 45 jours de pic de crise de l'air en région parisienne, là où toutes les normes européennes considèrent que 35 jours, c'est un maximum insupportable. Il faut tourner la page de cette civilisation du productivisme pour passer à la civilisation réellement humaine, celle qui privilégie les biens immatériels, celle qui enrichissent les cœurs, celle qui préfère la poésie, la musique, l'art, la tendresse, l'amour à la violence, la compétition, l'existence à travers la consommation de besoins que l'on ne ressent pas. Toute cette civilisation de violence et de brutalité est contenue dans le grand marché. Toute cette civilisation de violence et des objets, de la consommation sans fin, est contenue dans les traités. C'est pourquoi, à l'heure où nous aurons ce vote, moi, je n'ai pas de doute sur ce qui va se produire. Je crois profondément à l'intelligence de notre peuple. Mais par-dessus tout, je crois en nous-mêmes, en notre inépuisable capacité à recommencer sans cesse un combat à l'endroit où il doit être repris, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances, mesdames, messieurs les fascistes, vous ne nous ferez jamais reculer. Et voici nos drapeaux qui se tiendront, non pas pour nous-mêmes. C'est le moment que je vous en dise un mot. Je sais bien que c'est compliqué, mais il faut le faire. Quoi ? 40 députés socialistes refusent de voter la politique du gouvernement. 78 députés de gauche au total ne le font pas. Mais alors, nous, le Front de gauche, nous sommes en droit de dire, s'il y a un vote qui nous est favorable ce week-end qui va venir, dimanche prochain, si nous avons la force, et si ceux qui ont commis tant d'erreurs, pour une fois, disent, nous allons les aider, nous préférons voter pour cette liste du Front de gauche, de manière à la porter le plus haut possible. Alors, vous aurez un point d'appui énorme pour une situation qui basculera. Il faut que François Hollande voie
que la politique économique de droite que tient aujourd'hui Manuel Valls est désavouée par la profondeur du peuple de gauche. Vous n'y parviendrez pas, mes amis, vous tous qui m'entendez, en restant à la maison pour bouder ou en faisant des demi-choix incertains. Vous devez faire des choix qui soient des choix de rupture, qui donnent un signal. Ne permettez pas que l'on voit à la fin de cette élection qu'il n'y aurait en France qu'une seule forme d'opposition, la droite et l'extrême droite. Ne permettez pas qu'on croie que tout le travail que nous avons accompli pour ouvrir un nouveau chemin serait refermé et qu'il n'y aurait en définitive qu'à choisir entre le prétendu vote utile qui reconduirait les mêmes aux mêmes fonctions, aux mêmes endroits, et le vote de droite et d'extrême droite. Nous sommes le chemin nouveau de la vie. Il faut nous aider. Entendez-moi, vous tous, que vous aimiez mon style ou pas, que vous aimiez mes camarades ou pas. La question qui est posée au peuple français, ce n'est pas d'aller chipoter sur le bord de l'assiette ce qui plaît ou ne plaît pas dans le menu qui est servi. Aidez-nous, car nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le feu qui peut allumer la plaine tout entière. Et à ce moment-là, oui, nous allons changer le monde. Les Grecs, les Portugais, les Italiens, les Espagnols n'attendent pas de nous d'obscurs tripotages. Ils attendent de nous un signal clair qui soit celui des Français en faveur du progrès. Je dis à ceux qui ont refusé de voter la confiance, à ceux qui ont refusé de voter la politique économique, Manuel Valls, vous avez un devoir. C'est notre tour à nous, le Front de gauche, qui ne demandons rien pour nous-mêmes. C'est notre tour de dire, si vous pensez que cette politique n'est pas bonne, ce n'est pas au congrès du PS que vous réglerez le problème. C'est à l'Assemblée nationale, car vous n'êtes pas les élus du Congrès, vous êtes les élus de l'Assemblée nationale et du peuple français, notamment avec nos voix. Nous vous demandons d'accepter la main que nous vous tendons pour aller à une autre politique. Eh bien oui, je sais que c'est difficile, et spécialement dans cette circonscription. Mon appel prend une forme nouvelle. Vous savez très bien, Pierre Laurent, comme moi, nous nous sommes exprimés, ainsi que les autres composantes du Front de gauche sur le sujet. Nous savons que nous pouvons former une autre majorité avec ces socialistes dissidents et avec ces écologistes, puisqu'ils ont quitté le gouvernement, ça n'est pas pour y retourner. Depuis quand descend-on d'une ambulance pour monter dans un corbillard? Ils vont donc chercher un chemin comme nous-mêmes. Nous sommes disponibles pour ouvrir ce chemin. Mais je le dis, ce ne peut être qu'au prix de la clarté. Ce que nous avons refusé aux uns parce qu'ils refusaient d'être clairs, nous ne l'accepterons pas des autres. Alors oui, c'est le moment pour moi de vous demander, à vous autres de gauche, ici, dans cette grande circonscription, je vous demande d'arbitrer une querelle qui n'est pas personnelle, mais qui est politique, entre la liste que conduit José Bové, qui est le candidat de tous les écologistes européens à la Commission européenne. Là où nous nous présentons Alexis Tsipras, dont le sens, la signification politique est une résistance absolue aux traités européens et notamment ceux qui asservissent la Grèce. Eh bien, nous vous disons, il n'est pas possible que vous envoyiez comme signal au peuple français, au peuple d'Europe, que vous approuvez quelqu'un qui a d'abord commencé par dire, avec Cohn-Bendit et M. Jadot, qu'il fallait voter oui au traité budgétaire européen, car cela, disait-il, nous permettrait de prendre toute notre place au sein de la majorité et d'y peser avec nos propositions. De la même manière, vous ne pouvez pas donner comme signal, amis écologistes, que vous seriez d'accord avec ceux qui ont voté la libéralisation du marché de l'énergie, car la libéralisation du marché de l'énergie, cela veut dire le ralentissement des investissements partout, parce que ceux qui sont les prédateurs veulent tirer le plus haut niveau de rente de l'énergie et donc ne consentent pas les investissements. Et voici, comme nous vous l'avons expliqué, la raison pour laquelle le carnet de commandes d'Alstom n'est pas aussi flatteur qu'il aurait pu l'être. Mais surtout, je ne suis pas d'accord, je ne m'en cache pas, et je ne jouerai à aucun des jeux de boules puantes auxquels j'ai été invité ces temps derniers par des allusions personnelles si blessantes. Je ne suis pas d'accord et je vous demande de m'appuyer dans mon désaccord en tant que député européen et peut-être votre député de nouveau. Lorsque José dit, à la surprise de beaucoup de mes camarades, je m'érige en gardien des traités européens, je ne reconnais plus l'homme qui combattait tous les traités européens avec nous en 2005. J'admets qu'il ait changé de camp, mais alors qu'il le dise pour qu'aucun d'entre vous ne soit dupé une fois de plus. Il dit
je suis un pragmatique, il faut pousser le principe libéral de concurrence libre et non faussée, vous avez entendu? Il faut pousser le principe libéral de concurrence libre et non faussée jusqu'au bout. Car, dit-il, un acteur économique ne devient dominant qu'en faussant les règles de la concurrence. Qu'est-ce qu'un acteur économique? Une entreprise privée? Un service public? Il ne le dit pas, donc il le dit. Eh bien, mes amis, oui, votre vote doit être un vote subtil. Si vous voulez de cette Europe, si vous pensez que la bonne idée, c'est celle qu'ils ont mis en route, si vous êtes pour l'OTAN alors que nous sommes pour en sortir, si vous êtes parce que vous croyez que c'est bien pour l'humanité, plutôt pour la compétition que pour la solidarité, faites votre choix. Mais je vous en prie, si vous voulez une politique de gauche, si vous voulez que cela change en Europe, alors votez vraiment à gauche. Et je ne vois pas d'autre solution que celle-là pour que le peuple soit réellement souverain. Et qu'ils ne trouvent pas leur compte dans la comédie qui a été organisée par les uns et les autres, chacun ayant son petit bout à picorer et à maintenir tout le monde dans les chaînes. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec l'Europe, si vous n'en prenez pas immédiatement une très grosse cuillère, qu'elle s'appelle Barroso, Van Rompuy, Juncker, Martin Schulz, encore une cuillère, c'est donc que vous êtes contre l'Europe et que vous êtes un barbare. Ils essayent de fermer les taux pour vous empêcher de penser. Mes amis, la politique a pour enjeu essentiel la conscience. Et pour que la conscience puisse se construire, il lui faut la propriété des mots. Il faut que les mots soient propres et qu'ils désignent les choses qu'ils contiennent. Sinon, on ne peut pas discuter. Et tout est fait par les puissants pour qu'on ne puisse pas discuter. Quand vous voyez un ministre qui vous explique que 0% d'activité supplémentaire, c'est la croissance prévue, les mots n'ont plus de sens. Lorsque vous entendez dire que 900 chômeurs de plus par jour, cela montre que la courbe de la progression, de l'inflexion, de la régression, du progrès, du recul s'est confirmée, vous ne comprenez plus de quoi il s'agit. Vous le savez. Passons. Qu'est-ce qui reste? Et on me dit, mais quand même, ça va mieux. Quoi? Où ça? Vite, je vais voir. Non, c'est pire. Ça me coûte de le dire, mais c'est pire. Parce que la retraite, Sarkozy l'avait amenée à 62 ans, lui il l'a amenée à 66. C'est pire. La TVA, il l'a augmentée. Il a dit à la télévision, oui, on passe de 19,6 à 20, 0,4, j'assume. D'abord, on ne lui demande pas, il n'a qu'à payer. Alors, vous avez compris, si vous avez 0,4 de plus, allez le voir, il assume. C'est lui qui paye à votre place ou quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? J'assume. C'est une manière de dire, oui, 0,4, c'est rien du tout, je vous le donne si vous voulez. Mais tout le taux intermédiaire, il est passé de 5 à 10. Et ça, c'est celui que vous payez. C'est votre consommation d'électricité. C'est vos titres de transport, c'est vos abonnements, c'est la collecte des déchets, c'est toutes les petites choses de la vie quotidienne, dont la taxe double, 100 € par tête de pipe, 400 pour une famille où on est 4. C'est ça que ça vous coûte. Et vous êtes contents les gens de cotiser. C'est pour les patrons. Ah oui, mais je ne raconte pas d'histoire. C'est les 20 milliards qu'il leur a donnés, il y en a 10 par des coupes, dans la dépense publique, c'est-à-dire des services publics en moins pour vous, et 10 par la TVA. Donc vous vous cotisez tous les jours parce que vous avez bon cœur, et que quand vous voyez M. Gattaz, ça vous fait tellement de la peine à pleurer que ça du matin au soir, que vous vous dites si on lui donne un petit quelque chose, 100 € par tête de pipe, il devrait se calmer. Pas du tout, vous découvrez avec horreur que ça ne calme pas, on en demande encore plus. François Hollande dit 50 milliards, 100, il dit, si on lui disait oui, 100, d'accord, non, 1000, insatiable. Insatiable, irresponsable. Alors, en quelques mots, cette fameuse politique de l'offre, plein de gens ne comprennent pas de quoi on parle. La politique de l'offre, ça consiste à dire qu'on va proposer des produits qui vont coûter moins cher que les autres, et donc tout le monde va les acheter. Qui c'est ce tout le monde? C'est les autres. Ceux qui les produisaient déjà eux-mêmes. Et comme nous, on les amène dans la meilleure marché, ils ne les produiront plus, et le chômage qu'on a chez nous, il sera chez eux. C'est ce que les Allemands ont fait avec les Français. Ça veut dire produire n'importe quoi, n'importe comment, du moment que ça coûte pas cher. Ça, déjà, le point de départ, c'est une absurdité.
qui va contre la responsabilité écologique qui doit être la nôtre. Surtout nous, qui sommes un grand pays riche. Nous ne sommes que 65 millions, il faudrait s'en rappeler, au milieu de 7 milliards d'êtres humains. Et pourtant, nous sommes la 5e puissance du monde, même si on nous crache dessus tous les jours. Et vous ne pouvez pas ouvrir un journal sans apprendre que l'on est à la traîne de tout.